Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Ça commence par et de droite et de gauche, et ça se termine par et de gauche et de gauche. Tu veux une gifle? Bah, choisis entre la main droite et la main gauche. On a eu une droite qui a été trop heureuse, parce qu'on a eu une droite qui a vécu sous l'hégémonie intellectuelle, médiatique, politique de la gauche. Tout ce que vous voulez, c'est qu'on fasse une diversion sur la droite. On était juste un peu moins à gauche que la gauche. Je ne crois pas d'ailleurs en l'union des droites. Il m'a collé une droite, là, regarde. For sure. Bienvenue sur Sud Radio en ce mardi 27 janvier 2026 dans la France, dans tous ses états. Perico Légas anime l'émission et est soutenu courageusement par Maude Koffler qui ne les mérite pas. Julien Desmas va faire en sorte que cette émission soit un des joyaux du paysage audiovisuel français et Emmanuel Galasso recueillera vos questions comme un cueilleur de perles. Question que vous ne manquerez pas de poser ou intervention parce que les sujets du jour sont, à mon avis, assez motivant et quelque part exaltant. Alors oui, on le disait à l'instant, mais où est passée la droite française? Non pas qu'elle ait disparu, mais elle a l'air plutôt dispersée. Et pourtant, elle est majoritaire dans le pays. Elle devrait se rassembler parce que la situation l'exige pour rendre ce pays gouvernable. Et puis, il n'en est rien. Nous en discutons avec Julien Aubert, vice-président du parti Les Républicains, ancien député du Vaucluse et président de l'Institut Valmy. Les data centers installés en France sont-ils des fléaux environnementaux dont il faut freiner d'urgence les ravages? C'est ce que semble considérer l'ADEME, cette agence sur le numérique. Mais est-ce que cela répond vraiment aux questions que nous nous posons sur les data centers? On sait qu'ils sont en France parce que nous avons une énergie massivement décarbonée, qu'elle est bien. Pour autant, est-ce que les clouds resteraient sous contrôle européen ou toujours sous le contrôle des GAFAM? Il y a une ambiguïté, il y a un enjeu. En tout cas, nous aurons l'avis de Benjamin Cauchy, dirigeant du cabinet Conseil Archimède, qui s'est prononcé avec précision sur cette question. Existe-t-il ou nous faut-il un Trump français? Ça serait peut-être la réponse. Je poserai la question à Julien Aubert. Est-ce qu'on a un Trump français? De quel côté? Cette vision du monde peut-elle un jour séduire la société française? C'est ce que pense en tout cas Nicolas Conquer, qui dit que ce n'est pas c'est un miroir, que l'Amérique, le projet américain n'est pas un remède, mais un miroir. Il semblerait que nous vivions les mêmes choses. Je ne suis pas forcément d'accord et nous en débattrons avec lui de 13 à 14 heures. Veuillez cacher ce poulet que je ne saurais voir. Des militants de la FDSEA à Dole de Bretagne ont trouvé un camion plein de poulets brésiliens, mais qui était importé par une filiale de la FNSEA, qui est Sophie Protéol. C'est curieux qu'il y ait du syndicalisme qui vous dit combattez le poulet brésilien, puis pendant ce temps-là, Armand Rousseau en importe pour faire du fric. Voilà, petite contradiction. Cherchez l'erreur. Selfie d'Anne Hidalgo extrêmement malheureux avec son staff dans l'avion pour Auschwitz, tout sourire. Mais dans quel monde vit-on? À quelle France se bat? On critique le dépêchage de notre industrie et pourtant nous avons encore des sociétés. Là, c'était une société du Val d'Oise, fabrique de matériel pour automobile, qui va en Allemagne et au Maroc en créant, en supprimant 135 emplois. La directrice départementale de la police des Landes a été remerciée, mise à la retraite avec anticipation parce qu'elle ne s'est pas conformée aux instructions de son préfet, malgré le fait qu'elle voulait la conciliation et le dialogue tel que l'avait recommandé le ministre de l'Intérieur. Eh bien, elle a été évincée pour cela. Et puis Maude Koffler nous parlera d'une objection. Oui, des propos scandaleux de l'avocat. La réinterprétation de l'assassinat de Samuel Paty qui, soi-disant, faisait de la discrimination avec les élèves musulmans. Et puis d'un chien policier, qui est mort alors il intervenait avec son maître sur une manifestation entre supporters. Un chien courageux. Voilà le menu du jour. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et nous y répondrons et vous participerez à ce débat et à cette actualité trépidante. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états.
L'humeur de Perico. Oui, je voudrais mon humeur est une humeur d'indignation contre ces gens qui, depuis leur bureau ovale à Washington ou sur les plateaux télé, appellent les peuples à se soulever, à se mobiliser. C'était Boris Johnson, Premier ministre de Grande-Bretagne, qui disait à Zelensky, surtout tu ne négocies pas. On était en avril 2022. Il semblait qu'à Ankara, les négociations pouvaient permettre d'envisager une évolution du conflit russo-ukrainien. Et Boris Johnson dit pas du tout, on va arriver, la cavalerie arrive, tu tiens le coup, on va les écraser. Finalement, on voit dans quelle situation on en est. Et aujourd'hui, on en est à espérer que la Russie se contente des territoires qu'elle a conquis et le peuple ukrainien vit une souffrance épouvantable, finalement abandonné. On a donné quelques milliards de dollars. Les contribuables américains et européens ont payé peut-être pour rien. Et puis là, on a le président Trump et le prince héritier, fils du Shah, qui appelle le peuple iranien à sortir dans la rue. Les chiffres viennent de tomber. On est entre 30 et 35 000 morts. Donc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors, on ne sait pas quelle est la suite. Voilà, on voudrait appeler ces dirigeants à peut-être plus de pertinence, plus de modération que de lancer les gens dans la rue, alors qu'ils y aillent. Et ces généraux qui sont sur les plateaux télé, généraux à la retraite, le général de Gaulle parlait d'un carteron de généraux à la retraite. Alors carteron, ça veut dire 25, pas 4. Mais là, ils sont au moins 25. Voilà, qui appellent à ce que nos enfants aillent se battre et qu'ils y aillent. En 1937, les brigades internationales ont rassemblé des militants de gauche. Ils sont allés en Espagne, ils sont battus, ils sont morts contre la rébellion franquiste. Après, on les a demandé de partir pour envoyer un signe de paix, mais la porte est ouverte à tous ceux qui veulent aller se battre et même Gaza, mais qu'on y aille. Là, et pour l'instant, on laisse les Kurdes. Alors vraiment, des héros de l'histoire, depuis 30 ans, les Kurdes se battent pour nous, contre Daesh, contre les barbaries au Proche-Orient, et on les laisse une fois de plus crever là aussi. Donc, c'est très bien de dire qu'il faut appeler les gens à sortir dans la rue, à se battre. Le mieux, si on a du courage, si on a l'âge et la santé, c'est d'aller sur place et de se battre. Mais alors, les consignes et les mots d'ordre envoyés depuis les palais présidentiels ou les plateaux de télévision, non merci. Assumons un peu. Et en tout cas, les gens qui sont morts parce qu'ils ont fait confiance à ceux qui leur ont dit d'y aller en Ukraine ou en Iran ont peut-être des comptes à demander à ces faiseurs de guerre, à ces va-t-en-guerre, pour lesquels ça coûte rien. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans mon humeur. 1957 que Guy Mollet prononce cette phrase devenue virale et intemporelle. La droite française est la plus bête du monde. À l'époque, le socialiste Guy Mollet, qui vient de quitter le pouvoir, reproche à la droite parlementaire d'avoir provoqué sa chute. Il accuse en gros les conservateurs d'avoir cédé à la tentation nationaliste, celle-là même à l'origine de la montée du communisme. Bref, une introduction à la vie parlementaire de notre époque et aux innombrables déchirements que connaît la droite aujourd'hui. On en parle avec le président de l'Institut Valmy, vice-président des Républicains et ancien député, Julien Aubert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Aubert, merci d'être à l'antenne sur Sud Radio. Ma chère Maud, vous citez Guy Mollet, la droite la plus bête du monde. Il ne savait pas que la gauche française allait devenir la plus con d'Europe. Mais bon, ça sera voilà, on invitera des gens compétents. C'est signé Perico Légas, ça ? Oui. Je veux dire, je fais qu'enfoncer une porte ouverte. Julien Aubert, je reçois tout à l'heure Nicolas Conquer. Vous n'êtes pas le Trump français ? Non. Pas pour l'instant. Ni dans la forme. ni dans la forme. Encore le fond, ça pourrait parfois, voilà. Mais la forme, non. Je disais en présentation, mais où est passée la droite française ? Non pas qu'elle ait disparu, mais elle est un peu dispersée. On sait qu'elle est idéologiquement majoritaire dans ce pays aujourd'hui, à travers ces trois expressions. Le Rassemblement national, le Parti républicain, et puis je pense que à Horizon et à Renaissance, il y a aussi des gens qui se considèrent à droite, donc ça fait quand même un joli lot. Et tout ça n'aboutit à rien. Bon, on a un Premier ministre qui est issu de la famille républicaine, Sébastien Lecornu. Donc ce grand magma qui est là, qui a quand même potentiellement des moyens de gouverner, de représenter quelque chose dans ce pays, ça n'aboutit à rien. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu une cohésion, un rassemblement, un point commun, un programme collectif ? Pourquoi cette division ? Ces trois droites totalement différentes qui n'ont rien à voir, ou il y a quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas envie de travailler ensemble ? Il n'y a jamais eu une droite. Il y a toujours eu plusieurs droites. C'est clair, mais qui travaillaient ensemble. Et travailler ensemble, ça a été, c'est les moments où elle a travaillé ensemble sont plus rares. Ça s'appelait l'UMP. Oui, d'ailleurs, ça n'a pas duré. L'UMP, c'est l'histoire justement d'un lent effilochage. Ça allait de Thierry Mariani à Alain Juppé, l'UMP. Regardez où ça en est aujourd'hui.
Et ensuite, vous avez des divergences profondes. D'abord, dans ce bloc dit de droite, vous avez des gens qui ne se définissent pas comme de droite. Le Rassemblement national, qui est la principale force politique de droite, si je suis votre raisonnement. Qu'on classe à l'extrême en dit, plus. moi, je ne suis pas de droite. Donc déjà, ça pose un sujet. Et donc ça pose. Et d'ailleurs, certains lui disent, vous n'êtes pas de droite. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle la droite ? Mettons-nous d'accord. Très bon, un peu de pédagogie. Alors, la droite, un cours d'histoire. Qu'est-ce qu'une vraie droite ? Est-ce que ce sont des valeurs conservatrices ? Le Front National, par exemple, le Rassemblement National n'est pas conservateur sur les questions de société. Horizon n'est pas conservateur sur les questions de société. Est-ce que la droite, c'est le libéralisme ? Mais le libéralisme, aujourd'hui, c'est un concept qu'on pourrait critiquer. Vous avez ceux qui, on est tous libéraux jusqu'à un certain point, mais après, regardez sur le Mercosur, sur l'ouverture commerciale, la libre concurrence européenne, le fait de systématiquement faire reculer les services publics ou de privatiser, ce sont des questions qui ne font pas consensus dans une droite qui a été unifiée par le général de Gaulle autour plutôt d'un État fort. Lui-même ne se qualifiait pas de droite de façon dogmatique. Lui-même, d'ailleurs, idéologiquement, avait défini une troisième voie entre d'un côté le communisme et de l'autre côté, enfin le socialo-communisme de l'autre côté, et de l'autre côté le libéralisme et le capitalisme. Donc, je dirais ces deux questions font qu'en réalité vous avez, en fonction des deux réponses que vous donnez à ces questions, eh bien des attitudes différentes qui vous placent dans des cases différentes. Et puis après, vous avez une question de personnalité et le fait que vous n'ayez pas un chef qui est capable de sublimer, de transcender, de dépasser ces fractures. De tous les présidents de la République, général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, lequel, à vos yeux, incarne le plus une droite authentique, cohérente et sérieuse ? Pour moi, c'est le général de Gaulle en concurrence avec Georges Pompidou. Ah, vous le mettez à droite quand même, il ne serait pas content. Le général de Gaulle ? Oui. Oui. Parce qu'il n'était pas que ça. Il disait pas qu'il n'était pas de droite, mais voilà. Il n'était pas un homme de gauche, en tout cas. En fait, en France, il existe une gauche, ça c'est sûr. Tout ce qui n'est pas la gauche est généralement classé à droite, et on devrait mettre un S, parce qu'il y a différentes manières d'être en désaccord avec la gauche, avec le projet collectivisant de la gauche. Voilà, et pour moi, le général de Gaulle n'était pas de gauche, et donc effectivement, c'est un homme de droite qui a su justement reformer une nouvelle droite, une droite à la fois conscience de l'État, et c'est important, parce que la France, c'est un pays qui a été créé par un État, en réalité, et puis deuxièmement, parce qu'il a ouvert, je dirais, c'est ça qui m'intéresse, moi, dans le gaullisme, au plan économique, avec la participation, avec le fait de mieux partager les dividendes, c'est très moderne. Quand on voit aujourd'hui le problème du partage des richesses, oui. Alors qu'il y a une droite un peu conne, disons-le, très attachée, très patronale, très rentière. Moi, c'est pas la droite que j'aime le plus. Je crois, si vous voulez, qu'une société ne peut fonctionner que en partageant la richesse. Et l'un des problèmes aujourd'hui de la mondialisation, c'est qu'elle a polarisé la création de richesse. Est-ce que vous êtes pour que un homme politique s'assume de droite ? Quelquefois, Nicolas Sarkozy a dit, voilà, on est à droite, on l'assume de façon totale et plénière. Valéry Giscard d'Estaing flirtait un peu avec le centre, un peu avec la gauche. Chirac, on dit, il était ratsoc de mentalité. Il a gouverné à droite, c'était schizophrénique, de même que Mitterrand était d'extrême droite, il a gouverné à gauche, tout ça était malsain. Jean-Marie Le Pen a dit, je suis économiquement de droite, socialement de gauche, patriotiquement de France, tout ça c'est des formules. Est-ce que ces leaders de la droite ont raté leur virage à droite ? C'est quoi aujourd'hui pour vous, Julien Aubert ? Vous êtes vice-président du Parti des Républicains, donc vous nous indiquez quand même que c'est plutôt de ce côté-là que vous voyez une droite. Moi, vous êtes quand même un patriote et un républicain, il n'y a aucun problème. Vous défendez les valeurs fondamentales. De quelle droite aujourd'hui la France a besoin pour sortir ce pays du merdier dans lequel il est plongé ? Dites-moi, vous m'invitez dans une émission où j'ai 3 minutes pour régler un problème. Mais vous complexe. reviendrez, oui, il en reste 6. Hein. Je crois, si vous voulez, d'abord, il y a des clivages. La question entre la droite et la gauche, c'est toujours un grand clivage qui s'impose. Et aujourd'hui, on en a deux. On a le clivage économique. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la mondialisation ? Et la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on sauve notre modèle social, la sécurité sociale, la solidarité, tout en n'appauvrissant pas le pays, parce que les forces productives, elles n'en peuvent plus de l'impôt. Bien sûr. Comment on réinvente le modèle social ? Les socialistes vous disent, pas de problème, on va traire les vaches. Les néolibéraux vous disent, pas de problème, on va tuer la vache. Moi, j'ai envie de conserver la vache vivante, et j'ai envie de conserver le modèle social. Vous êtes gaullier, là-dessus vous êtes gaullier. Et la deuxième question, c'est quelle identité dans un monde ouvert ?
Comment est-ce qu'on règle ce problème de dilution de l'identité? Il y a le problème de l'immigration, mais regardez aussi les identités individuelles, les transitions de genre, chacun est à la recherche d'une singularité qui le définit et qui le coupe du reste. Personne ne réfléchit aux identités collectives. Le communautarisme est un fléau, et ce n'est pas une valeur de la droite française, on sait bien. La nation est pour moi une valeur positive, mais on doit répondre à ces deux questions. Voilà. Comment on sauve le modèle social? Et donc ça suppose pour la droite, je dirais, de garder sa croyance dans l'initiative individuelle, mais d'y mettre de la solidarité, et donc d'être innovant dans un monde ouvert. Et donc ça suppose de savoir quelle porte on ferme. Et puis sur l'identité, c'est la même chose. Ça sert à rien d'être recroquevillé sur une identité qui remonterait à Charles Martel. J'ai vu dernièrement un syndicat, la Cocarde, qui honteusement pointait les listes de l'UNI en disant regardez, sous-entendu regardez, il y a des femmes avec des noms d'origine étrangère, mais on devrait être content qu'il y ait des femmes d'origine, qui aient des noms d'origine étrangère qui épousent les valeurs de droite. Ça montre que la citoyenneté fonctionne. Oui. C'est ça la France. Mais en même temps, Macron, c'était il n'y a plus d'identité. Notre identité, c'est de se métamorphoser en permanence. Il y a les cultures de la France. Il n'y a pas une culture française. Je suis désolé, il y a quand même une culture nationale et je suis fier d'être dans cet héritage. Julien Aubert, vous semblez oublier un paramètre essentiel, l'Europe. Qu'est-ce qu'une droite française dans une Europe aujourd'hui? Ça, c'est la question. Quelle Europe dont vous rêvez-vous? C'est le grand divorce de la droite. De droite, quelle Europe Moi faut-il? qui suis séguiniste, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe nous freine là où nous pourrions être forts tout seuls, et pour autant, elle ne nous protège pas non plus là où nous pourrions être unis collectivement. Vous voyez, face à Trump, on a besoin d'une Europe. Sauf qu'en réalité, nous avons... il y avait un livre qui s'appelait Soumission. Oui. On a un certain nombre de gens qui sont totalement inféodés, vassalisés, de Monsieur Houellebecq. Mais je dirais, la soumission, elle s'exerce par rapport peut-être à l'islamisme, mais aussi par rapport à une forme d'américanisme triomphant où les types n'arrivent pas à conceptualiser qu'ils peuvent être autre chose qu'une colonie de l'Empire américain. Et ça, nous le devons aux Européens, mais on le doit aussi aux Américains, parce que c'est un très mauvais service à leur rendre que s'aplatir chaque fois qu'on a un type teint en blond qui réclame un territoire. Donc l'atlantisme est un fléau idéologique, oui, quand il est mal vécu. Je faisais écouter l'autre jour à mon fils de 18 ans le discours exemplaire de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale en 92 avant le traité de Maastricht. En mai 92. Tout y est dit, en mai 92. Tout y est dit, nous sommes d'accord. Oui. Avec un côté visionnaire impressionnant. Mais on ne doit pas faire de la lutte contre, je dirais, la bureaucratie européenne une espèce d'idéologie. Demain, on va pas s'extraire de notre continent. On ne doit pas se limiter à notre continent. La France est aussi un pays qui est présent partout dans le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur le Groenland, il faut faire attention, parce que la Guyane, les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, ça pourrait donner des idées à d'autres pays. Et deuxièmement, l'Europe n'est un projet intéressant qu'à partir du moment où il est un démultiplicateur de puissance et de solidarité au sein des pays européens. Le drame, c'est que nous n'avons jamais été aussi désunis entre pays européens. Donc ça ne marche pas. Et moins ça marche, plus vous avez Macron et ses homologues qui disent on va rajouter une couche de fédéralisme. Moins la démocratie fonctionne, plus on a alors ils appellent ça les populismes, appelez-le comme vous voulez. Les Français et tous les peuples européens ne sont pas contents. La marmite va finir par péter. Julien Aubert, on va mettre les pieds dans le plat. Vous êtes vice-président du Parti républicain. Quelle offre à l'histoire de France ce parti peut-il faire aujourd'hui en termes de candidature en 2027? Je viens de finir le livre d'Olivier Marleix qui fait un décryptage, vous l'avez certainement lu aussi, un décryptage parfait. C'est compliqué. Est-ce que vous avez aujourd'hui un leader au Parti républicain? Il y en a plusieurs, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, on le sait, peut-être d'autres. Est-ce que vous avez l'homme qui aujourd'hui pourra porter les valeurs de la droite de façon à la rassembler? Nicolas Sarkozy, depuis sa prison, a suggéré qu'il fallait faire, l'union des droites. Est-ce que c'est une option viable? Et est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre personnel politique quelqu'un qui a les épaules assez larges pour porter ce formidable projet? Je pense que Bruno Retailleau, aujourd'hui, en tant que président des Républicains, parce que c'est un conservateur, parce que c'est quelqu'un qui comprend l'identité française, parce qu'il a une vision de l'économie qui est une vision libérale, mais qui n'est pas néolibérale, parce qu'il a été en partie, il a bien voté au traité européen, je pense qu'il est capable de comprendre les attentes d'un pays fatigué de 10 ans d'une nomenclatura venue des villes, totalement déconnecté du reste du pays. On l'a vu sur le 80 km/h ou les gilets jaunes, et qui est en attente de pondération, mais aussi de radicalité. Après, Bruno ne remplit peut-être pas toutes les cases, mais il en remplit un certain nombre, à condition aussi qu'au sein de mon parti,
on ne vérifie pas la fameuse maxime de Guy Mollet, et qu'on comprenne que si on fait les cons, pardonnez-moi l'expression, eh bien la LR disparaîtra. Très bien, alors il y a des gens qui vont s'en féliciter. Quand vous aurez Monsieur Hollande face à Monsieur Bardella, écoutez bien ce que je vous dis, et que Monsieur Hollande gagnera 52-48, eh bien les gens auront pendant 5 ans des mouchoirs pour se sécher les yeux. Voilà, parce que c'est ça qui nous pend au nez. Vaste programme, comme dirait le général de Gaulle. Julien Aubert, merci d'avoir été là. Je ne doute pas que vous reviendrez pour continuer ce décryptage important sur l'avenir de la droite française. À très bientôt. Faut-il supprimer l'ADEME? C'est le sujet du prochain entretien. Restez bien avec nous. Les perles dans un instant et vos réactions en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La France dans tous ses états. Les perles du jour. Le poulet brésilien va-t-il grand remplacer le poulet français dans les assiettes des enfants? En tout cas, c'est ce qui se profile dans un certain nombre d'établissements, Perico. Vous me volez dans les plumes, là. Oui. Maud. Oui, veuillez cacher ce poulet que je ne saurais voir. Des militants de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, ont intercepté à Dole de Bretagne un camion transporteur de poulets brésiliens qui allait vers une usine de transformation agroalimentaire bretonne. Ces poulets sont vendus sous la marque Père Dodu, propriété de la société Doux. La société Doux fut reprise en 2016 par la coopérative Terrena avec le concours de Sophie Proterol. Et c'est là où que le bas blesse, parce que Sophie Proterol, c'est la filiale financière du groupe Avril, qui n'est autre que l'empire agroalimentaire lié à la FNSEA, dont le PDG n'est autre qu'Arnaud Rousseau, par ailleurs président de la dite FNSEA. Donc, si on récapitule, alors que d'une main le patron de la FNSEA lance des anathèmes contre l'importation de ces poulets brésiliens et lance ses militants sur les routes pour intercepter les camions contenant les maudits poulets, et bien de l'autre main, il vend ces poulets brésiliens, les commercialise, il les exporte dans le monde entier, les importe en France, au plus grand détriment de nos agriculteurs et de la filiale avicole française. Alors faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il faudrait demander à monsieur Arnaud Rousseau comment il explique. Déjà, son prédécesseur Xavier Belin avait été filmé par une équipe de M6 où on lui disait il y a vos militants qui ont intercepté un camion de poulet brésilien, mais il allait à votre usine d'Avril, il dit c'est mon droit, c'est pas illégal. Bon cherchez l'erreur, mais on n'est pas à une contradiction près. Les militants de la FNSEA qui se battent pour sauver l'agriculture française et qui se prennent quelquefois des coups de matraque, on en parlera tout à l'heure avec la responsable de la police des Landes, aimerait bien savoir à quel jeu joue la FNSEA. Pour qui roule-t-il? Est-ce qu'ils roulent pour les lobbies agroalimentaires financiers ou est-ce qu'ils veulent défendre sincèrement l'agriculture française? Et puis une usine française délocalisée à l'étranger et une centaine d'emplois supprimés, ça se passe dans le Val d'Oise. Oui, c'est une usine qui est dans le Val d'Oise, dans une petite commune, et elle fabrique des pièces pour auto, des pièces pour auto, et là ils viennent d'apprendre c'est la société Lisi, et on vient d'apprendre qu'ils vont être délocalisés en partie en Allemagne et en partie au Maroc. Donc il y a 153 emplois, sur 153 emplois, 135 vont être supprimés, des CDI, et puis 18 activités commerciales vont être transférées sur leur site de Saint-Ouen. Donc on se souvient du président Macron lors de sa campagne de 2017 à Whirlpool dans le Nord en disant ah oui ça va en Pologne, je peux pas empêcher. Aujourd'hui on sait que nous nous battons tous à tous les échelons pour préserver le patrimoine industriel français, relancer l'industrialisation de la France qui est l'enjeu essentiel de notre économie, qui va créer des emplois donc qui permettra de payer le chômage et les retraités. Et bien là on a une société qui délocalise en Allemagne. C'est curieux qu'on puisse aller en Allemagne, ça serait donc moins cher, plus intéressant. Et au Maroc, là aussi, comme la FNSEA, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste, méfiez-vous. C'est un conseil d'ennemi que je vous donne. Ouais, c'est pas faux. Le procès en appel des 4 accusés dans l'assassinat de Samuel Paty a commencé hier et déjà une lourde polémique a envahi les réseaux sociaux. Je parle d'abjection. De tout ce qu'il en est. De la merde dans un bas de soie, vous vous souvenez de cette sublime réplique, j'imagine Perico, Napoléon s'adressant à Talleyrand en Conseil des ministres. Eh bien, c'est un peu ce qu'inspire cette séquence tournée hier à l'issue de la première audience du procès en appel des 4 hommes impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Écoutez bien ce que dit l'avocat de l'un de ces accusés, Maître Vuillemin. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi je vais le dire, haut et fort,
tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Et pourquoi je vais faire ça ? Parce qu'encore une fois, ça va constituer les fondations de la défense. Autrement dit, Samuel Paty l'a bien cherché. Et une caricature ou une discrimination, selon l'interprétation de chacun, vaut bien une décapitation. Celui que vous venez d'entendre, c'est l'avocat du prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui, condamné pour association de malfaiteurs terroristes à 15 ans de réclusion criminelle. Sa défense, c'est ce mensonge né du récit d'une élève de 13 ans, fille de Brahim Chnina, lui aussi sur le banc des accusés. Cette jeune fille accusait Samuel Paty d'avoir discriminé les élèves musulmans de sa classe lors d'un cours sur la liberté d'expression où il avait présenté une caricature de Mahomet. Sauf qu'elle n'avait pas assisté à ce cours, mais son mensonge avait été relayé massivement sur les réseaux sociaux par son père et par le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, provoquant quelques jours plus tard l'assassinat de Samuel Paty. Cette défense ajoute donc de l'eau et du sang au moulin des islamistes au nom d'une soi-disant islamophobie. Rappelons que cet avocat a également défendu Mehdi Nemmouche, djihadiste français condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2019. On n'en attend pas moins pour ces 4 accusés. Nous savons que les droits de la défense sont sacrés dans un pays où l'état de droit domine, mais quand on frôle l'infamie à ce niveau, c'est quand même perturbant. Je peux pas interdire à cet avocat de dire ça, mais enfin la signification politique, j'allais dire, et philosophique, est-ce qu'il se rend compte qu'en tenant cette théorie, ce raisonnement, il arme un peu le bras d'autres militants islamistes intégristes qui seraient prêts à passer à l'acte. Et alors Samuel Paty, on peut peut-être effectivement dire qu'il y avait peut-être est-ce qu'il y avait une carence dans sa méthode d'enseigner? On ne sait pas, non. En tout cas, ça ne justifie pas, même s'il y avait eu, j'ose pas utiliser le même discrimination, s'il y avait une maladresse de sa part, quelque part, est-ce que ça justifie que cet homme soit décapité? C'est la réponse politique que l'on donne, mais on a interrogé l'une des deux sœurs, qui a dit, mais Samuel aurait été incapable de ça, l'autre sœur aurait été beaucoup plus pertinente. Enfin, c'est à gerber. Non, mais à ce moment-là, vous justifiez systématiquement le pire par la discrimination. C'est à gerber. J'espère que d'autres médias que nous vont s'indigner de cette aberration, de cette anomalie. C'est un avocat patenté, arrivé en plus, maintenant c'est fini, vous voyez, et de dire donc ça veut dire que quelque part, comme vous dites, est-ce qu'il l'aurait cherché? Non, mais 2026, République française, les bras m'en tombent, les oreilles m'en tombent. Enfin voilà. Alors les gna-gna-gna et les gna-gna-gna, je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine. C'est la photo qui a fait jaser la toile ces dernières heures, impliquant plusieurs élus parisiens, dont Anne Hidalgo. Je vous jure, Maud, que j'ai cru à un montage. On y a tous cru. Non mais attendez, on en est à tomber à des phrases. Dans quel monde on vit, quelle époque? Donc ils sont dans l'avion, ils vont vers Auschwitz et ils sont tous sourires en train de faire la photo. Ils ne vont pas à Disneyland, ils vont pas voir le Machu Picchu, ils vont pas au Taj Mahal, ils vont à Auschwitz, qui est le symbole de la plus atroce barbarie que l'humanité ait jamais commise sur cette planète. Et on va ensemble, comme un voyage organisé, et on a Anne Hidalgo avec ses adjoints, et on fait une photo, tout sourire. Alors, ce qui m'étonne surtout, que la photo ait été faite, qu'il n'y ait pas autour d'Anne Hidalgo, Dieu sait si elle a du personnel compétent pour sa communication. Je crois même que c'est un budget énorme à la ville de Paris. Il n'y a personne qui lui a dit on peut pas publier cette photo, et la personne qui l'a prise, et les gens qui sont dessus, ils sont dans un avion qui vont vers un camp de la mort, un camp de concentration, où la pire abomination a été commise, et on a un petit sourire comme si on allait en excursion municipale. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez entre ça et puis le Samuel Paty qui était discriminateur de musulmans? Bon, c'est notre époque, ma chère Maud, mais sur Sud Radio, on continuera toujours. C'était mieux avant, hein. Non, mais j'allais vous dire, heureusement qu'on est là. Alors, je ne dis pas que nous sommes les seuls. Heureusement qu'on est là pour nous indigner dans le parlons vrai. Et là, je peux vous dire que j'ai mal à ma France. You're fired. Le départ d'une haut gradée de la police nationale fait scandale dans l'institution, Péricot. Oui, il s'agit de la commissaire Agnès Mazin-Bottier qui n'a pas répondu aux injonctions de son préfet de tutelle, Gilles Clavreul, qui lui demandait la fermeté. Et elle a appliqué plutôt les consignes de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui disait modération, tempérance, on va dans la négociation. Et donc, alors que le préfet lui disait interpellez-les, virez-les, tapez, elle a refusé, elle a appliqué finalement, les conflits se sont
sont bien terminées. Elle a été mise à la retraite. Le préfet consent qu'elle a été sanctionnée pour une forme de désobéissance. Il lui a retiré son commandement. Et là, elle est mise à la retraite anticipée. Une fonctionnaire de la République qui a appliqué l'esprit de la République conformément aux consignes de son ministre. Et un préfet peut la mettre à la retraite. Je ne sais pas si c'est réversible. Est-ce que le gouvernement peut prendre la décision de maintenir cette commissaire, la commissaire Mazin-Bottier, dans ses fonctions? Je pense que c'est une grande républicaine, c'est une grande serviteuse de l'État et qu'elle mérite réparation. En tout cas, nous devions signaler que lorsque on se plaint souvent des agissements quelquefois un peu violents ou virulents de la police, là on a une responsable policière, donc directrice départementale dans les Landes à Mont-de-Marsan, et elle a fait son travail comme elle le devait. Les choses se sont bien finies. On lui souhaite, disons qu'on est avec elle, oui, parce qu'elle mérite quand même qu'on réagisse et qu'on signale cette aberration. Vous savez ce qu'on célèbre aujourd'hui, Perico ? Un anniversaire ? Le lendemain de l'anniversaire de Michel Sardou. Voilà, ça c'est fait. D'accord, vous allez nous remettre une tous chanson. Les jours. Non, mais non, je crois qu'on en a pas. La France ne vous a pas laissé tomber, Maud. Voilà. Mais par contre, si vous voulez, je demanderai à notre direction, à monsieur Patrick Roger et à Jean-Marie Baudry de nous délocaliser dans le Connemara. Dans le Connemara, mais avec grand plaisir. Ou dans le sud, Michel Sardou s'est installé dans le sud. Voilà. Allez, bon, parole de groupie. Sur Sud Radio. Faut-il supprimer l'ADEME, cette agence d'État très contestée, à l'utilité parfois douteuse? On en parle dans un instant avec Benjamin Cauchy. Et n'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Les data centers, aujourd'hui, vous l'avez dit, il peut y avoir un impact environnemental, mais comme tout site industriel nécessite une étude d'impact avant l'implantation, le prisme déformant de l'ADEME sur le sujet des data centers, c'est d'estimer qu'étant donné qu'ils utilisent de l'énergie, ils sont mauvais pour la croissance de notre pays. Alors, voilà le problème. Est-ce qu'il y aurait un seuil du nombre un seuil structurel du nombre de data centers qui, une fois qu'il est franchi, peut poser différents types de problèmes? Le data center, c'est un outil aujourd'hui vital. Pour autant, oui, il y a des effets secondaires, et on viendra tout à l'heure, on poursuivra sur les clouds qui sont au cœur de l'enjeu. Avec ça appartient à des sociétés françaises, mais qui sont souvent rachetées par des sociétés étrangères. En fait, le problème, c'est la mainmise des GAFAM sur ces data centers et sur les clouds. Est-ce qu'il y a un moyen de mieux gérer la présence des data centers d'une façon plus durable, on va dire plus respectueuse de l'environnement? Et ensuite, est-ce qu'il y a un moyen d'envisager que les clouds soient sous souveraineté française, à défaut d'être européenne, en tout cas sous souveraineté française? Tout ça n'est pas évident aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Cauchy? Oui, alors effectivement, il y a deux questions sur le principe de la souveraineté. Croyez-moi, en tout cas sur le hardware et sur la construction des data centers en France, il n'y a pas que des investisseurs internationaux. Vous avez également beaucoup d'industriels et d'investisseurs français qui ont compris que c'était la voie du développement. Un data center va être notamment capable de calculer comment on peut optimiser ses coûts d'énergie dans le reste de la société. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc le data center, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires européens et mondiaux qui sont sur le coup, mais en France, nous avons des capacités à la fois technologiques, d'ingénierie, de conception, de maîtrise et de production des data centers indépendamment de toute influence américaine. Ça, faut être extrêmement clair là-dessus. Après, derrière, si vous voulez que des data centers soient particulièrement souverains, je vais paraphraser ce que disait Emmanuel Macron aux armées il y a quelques jours, en disant que si vous vouliez que l'Europe achète plus de matériel français, il faut également que les opérateurs français soient en capacité d'augmenter leur capacité de production pour être intéressants. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les data centers ne sont pas un problème environnemental à terme ni à court terme. Les systèmes de refroidissement en fonction de la taille des data centers sont extrêmement normés. Vous avez des refroidissements par air ou des refroidissements par eau. Les refroidissements par eau sont généralement privilégiés dans des zones où à la fois la data center doit être à l'abri de toute attaque sismique ou d'évolution technique, d'agression technique, à proximité des points d'eau et à proximité évidemment de nos sources d'énergie. Nous avons des centrales nucléaires, nous avons la capacité, en respectant l'environnement, d'avoir des data centers français. Et plus nous aurons de data centers en France, Perico, je réponds à votre question, plus des opérateurs français seront en capacité de pouvoir porter résistance à l'empire américain sur ce sujet-là. Donc vous vous inscrivez totalement en faux par rapport aux prescriptions de l'ADEME, là c'est clair. Et
Et pourtant, alors déjà, on regarde bien, le rapport de l'ADEME n'est pas le rapport de l'ADEME. L'ADEME s'appuie sur le rapport d'un think tank issu de personnes qui tournent autour de Terra Nova et d'autres think tanks assez bien pensants quand on veut parler d'écologie. Mais quand on regarde bien finalement ce que fait l'ADEME aujourd'hui, l'ADEME propose implicitement, c'est de pas faire une écologie de transformation, mais vraiment une écologie de restriction. Benjamin Cauchy, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas d'autorité aujourd'hui dans l'État qui permette de vérifier que l'ADEME ne se trompe pas? De qui dépense et de quel ministère dépense ces enjeux? Le ministère de la Transition écologique. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire, l'idéologie est en train de prendre le dessus sur l'intérêt de la nation. Mais complètement sur un sujet qui, au-delà du côté tendance, c'est sympa d'avoir des data centers, c'est mieux que des usines à charbon. Effectivement, au-delà de l'image industrielle, il faut quand même être au clair que c'est une source de développement économique pour l'ensemble de nos PME françaises. Vous convenez que ces enjeux-là sont au cœur de la polémique entre Paris et Washington sur la souveraineté de l'Europe, et que lorsque l'on s'attaque aux data centers indépendamment aux GAFAM, le président Trump considère que c'est une offense faite aux intérêts américains. Et c'est là-dessus il s'avère menaçant, voire violent. Alors, vous savez, moi, par rapport à Trump, j'ai une vision extrêmement pragmatique des choses. On reproche à Trump de vouloir défendre les intérêts de son pays. Je ne peux pas reprocher à un dirigeant de vouloir défendre les intérêts de son pays. D'être patriote. Autrement dit, on ne peut pas reprocher à Trump d'être patriote. Alors, je sais plutôt à me dire, c'est un peu cette image anglo-saxonne. Vous avez un riche qui passe dans la rue. En France, on crie après dessus, on dit que c'est un voleur. Aux États-Unis, on dit waouh, comment il fait pour réussir. Eh ben, vous voyez, j'ai envie de dire, ben voilà, Trump essaye d'être extrêmement fort et derrière son industrie. Eh ben moi, j'invite aussi les Français et les Européens à faire de même. Admettons. C'est pas la peine de pleurer, de se dire oulala, il est méchant. Non, soyons réactifs. Admettons. Voilà. Quel patriotisme peut-on opposer, un patriotisme cohérent et constructif, à Monsieur Trump pour préserver notre énergie, notre patrimoine numérique? Eh bien, nous avons la force nucléaire et un tissu de compétences avec la création des EPR qui fait qu'aujourd'hui, demain, nous pouvons en France apporter des solutions non seulement dans la création de data centers, mais également dans la création d'énergie à proximité. Nous avons ce savoir-faire que les Américains n'ont pas. Donc, vous nous confirmez que les autres orientations politiques prises par François Hollande et par Emmanuel Macron dans la dénucléarisation de l'industrie française et aujourd'hui s'avère un fléau pas irréversible, mais enfin qu'il convient de réparer au plus vite. Non, absolument, ça a été une erreur stratégique. Encore une fois, la prise de position de François Hollande et d'Emmanuel Macron ont été des prises de position politiques car idéologique pour satisfaire les écolos français. Ça, on se le cache pas. Pour avoir notre ami Nicolas Hulot dans son gouvernement, il a fallu sacrifier une centrale ou deux. C'est une réalité. À l'échelle de notre humanité, je crois qu'on se souviendra de ces épiphénomènes comme étant des idiots. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, clairement, c'est une faute politique que de passer à côté du nucléaire. C'est une faute politique de passer à côté des nouvelles technologies au prétexte que nos alliés américains sont plus forts. Non, montrons-nous de quel bois on se chauffe. S'il n'y avait pas eu le général de Gaulle avec les centrales nucléaires, avec le Concorde, avec les TGV, avec Alstom, avec tout ce qui a fait la force industrielle de la France, on n'en serait pas là. Donc cette tribune, c'est à la fois attention l'ADEME, vous avez tendance à faire de l'idéologie, mais surtout vous êtes en train de saper le moral et l'opinion publique face à un enjeu majeur qui est celui de notre souveraineté. En matière de souveraineté sur les clouds, justement, Benjamin Cauchy, c'est un enjeu qui est purement français ou il serait important qu'il y ait une cohésion européenne pour mieux résister justement au lobbyisme américain? Est-ce qu'on peut avoir un cloud français ou des clouds qui dépendent d'une Union européenne rassemblée, cohérente et courageuse? Alors il y a déjà des solutions qui existent, mais effectivement, comme je vous le disais pour l'armement, le parallèle était un peu scabreux, mais qu'importe, c'est vraiment le même principe. C'est en étant plus fort à plusieurs nations européennes. Je parle pas d'Union européenne, Commission européenne, mais ça, au même titre que Airbus a été constitué par plusieurs nations européennes. Je pense que créer un cloud numérique européen, il y a déjà des prémices, il y a déjà des solutions technologiques, y compris françaises, qui existent. Mais encore une fois, c'est l'effet de masse. Et il faudra aussi que la commande publique
que la commande publique daigne aussi passer commande auprès d'opérateurs français plutôt que d'aller donner ces données de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, c'est une évidence. Merci Benjamin Cauchy. Je reçois tout à l'heure Nicolas Conquer. Je parlerai de ce sujet avec lui. Je suis très curieux d'avoir votre avis. Je lui avancerai les arguments que vous nous avez présentés à cette antenne. Merci Benjamin Cauchy. À très bientôt. Et vous nous retrouvez avec de 13 à 14h, 1 heure avec Nicolas Conquer vers un Trump français. Colère française, miroir américain. Est-ce que nous avons un Trump français qui est prêt à sauver la France? C'est un peu ce que pense cet ancien candidat du RN et fondateur de Western Act, qui est un think tank, on peut dire, qui présente une nouvelle vision de l'atlantisme franco-européen. À tout de suite, vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso recueillera vos appels. À tout de suite. Ça s'est passé. Cette Amérique-là, du Trumpisme, Nicolas Conquer, bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être en studio avec nous pendant 1 heure pour débattre à bâton fleuri, on va pas dire à bâton rompu, de cet enjeu qui aujourd'hui est essentiel au cœur du débat politique français. Vous êtes porte-parole de Republican Overseas, au-delà des maires, j'adore. Alors j'ai quand même changé de casquette parce que c'était un engagement que j'ai eu pendant 6 ans et je viens de lancer un think tank en même temps que la sortie de mon livre. Mais de fait, je reste attaché à cette sensibilité. Aucun reniement, un prolongement. Vous la représentez dignement et courageusement. Vous avez été ancien candidat du Rassemblement national dans le département de la Manche. Donc c'est pour ça que vous faites allusion au Wisconsin et le Cotentin. C'était d'ailleurs la circonscription d'Alexis Tocqueville. Tout à fait. Un libéralisme dont nous allons parler. Et souvent, je dis moi-même, attention, l'Europe ne va pas, enfin certains disent l'Europe ne va pas des Alpes aux Rocheuses, mais plutôt de l'Atlantique à l'Oural. C'est le débat du jour. Et puis vous êtes surtout fondateur de Western Arc, l'Institut transatlantique pour le renouveau occidental. Rien que cette phrase dit toute la teneur de ce débat et de votre engagement. Est-ce que je peux me permettre de dire que vous êtes tout simplement un rédempteur d'un atlantisme décomplexé? Voilà. Oui, alors il faut assumer cette étiquette-là, mais effectivement, j'apporte une voix qui me semble nécessaire parce qu'elle est caricaturée, elle est passée à couvert. On vient de sortir de 50 ans d'atlantisme vassalisé, dont notamment tout le courant de la French American Foundation avec ses fameux Young Leaders qui nous ont donné 2 présidents. Emmanuel Macron, François Hollande, qui ont donné beaucoup de personnes issues qui sont donc dans le personnalité médiatico-politique. Et je pense que désormais, on doit apporter un nouveau regard plus apaisé vers l'atlantisme et d'affirmer notre souverainisme. Et je pense que j'ai un poste d'observation assez singulier en tant que binational pour créer ce pont transatlantique. Alors, plus que lors de son premier mandat de 2016 à 2020, le président des États-Unis, Donald Trump, s'est réinvité, j'allais dire aujourd'hui, dans la vie quotidienne de la politique française depuis ce nouveau mandat. Est-ce que vous dites le titre de votre livre, je le rappelle, vers un Trump français, colère française, miroir américain. Fayard, vous dites voilà, vous le montrez à l'antenne, ce n'est pas un modèle, c'est un miroir. Vous croyez sincèrement que la personnalité de Donald Trump, que ses valeurs, que ce qu'il représente, peut à un moment donné correspondre à l'attente du peuple français et de ce vieux continent européen dont vous estimez qu'il est un petit peu mal en point, qu'il a besoin d'un coup de fraîcheur, de se retrouver, de se repositionner? Alors tout d'abord, c'est nécessaire d'apporter un petit peu de désenfumage médiatique sur ce que représente Trump. On a vite fait vouloir le caricaturer à ce showman, son arrogance, producteur de son propre show de télé-réalité. Dans le fond, il est surtout l'héritier d'un courant plus profond et aussi d'une Amérique en crise. Il émerge pas de manière spontanée et il est le fruit en fait de batailles qui ont été menées dans la sphère culturelle et qui ont trouvé une incarnation de manière politique et qui l'ont ramené donc une première fois, puis une deuxième fois à la Maison-Blanche avec le comeback historique que personne ne voyait venir. Et donc, pourquoi est-ce que ça fait écho à des propres crises et des fractures qu'on peut vivre en France? Tout d'abord, je le développe dans mon livre, notamment à travers cette Amérique oubliée, cette Amérique profonde. Il y a toujours ce mythe des 2 Amériques, l'Amérique progressiste et en fait l'Amérique qui est un peu ringarde, poisseuse du vieux Sud, avec des gens qui sont accrochés à leur flingue, obèses, qu'on voudrait caricaturer. Et je pense qu'on applique cette même clé de lecture, notamment en France, avec cette France périphérique où il y aurait les gagnants de la mondialisation qui sont ces élites mondialisées des villes,
ville et ces pecnos de la France périphérique qui sont vraiment traités avec un mépris, alors que ces gens-là, ils n'ont pas forcément les mêmes aspirations, mais ils ont cette même dignité silencieuse. Et c'est notamment à travers ce double parcours politique de chaque rive de l'Atlantique où j'ai vraiment pu superposer certaines des colères sourdes, des préoccupations quasiment mot à mot. Là où j'étais, donc dans le Nord-Cotentin, dans le Val-de-Serre, j'ai entendu des préoccupations qui résonnaient avec ce que j'ai entendu des plaines du Midwest, notamment donc Minnesota, qui est au cœur de l'actualité actuellement, mais qui laisse à entendre qu'il n'y a pas forcément une volonté de vote de rupture, mais plutôt une réponse à différentes crises et une fatigue démocratique de ce mépris technocratique qui, selon moi, appelle à une réponse qui pourrait s'inspirer du Trumpisme. Vous l'aurez sans doute compris en me lisant, il n'y a pas une volonté de transposer un vulgaire copier-coller du Trumpisme. C'est d'ailleurs une question que je pose, et je suis vraiment dans la description d'un phénomène politique qui arrive à un moment qui est pour moi pas seulement américain, qui est pas seulement français, mais véritablement occidental, et c'est ce que je me propose de faire à travers le think tank Western Arc. Je vous concède que les premiers commentaires qu'on a fait sur la présidence de Trump, crétin, abruti, voilà, finalement les commentateurs les plus avisés disent mais finalement il y a une cohérence, il y a une recherche. Attention, il cache son jeu, mais finalement il va à ses objectifs. Il est plus malin qu'on ne pense, et au final il obtient ce qu'il veut. Donc il y a une reconsidération des propos, du comportement de Donald Trump. Pour autant, lorsque Judy Vance vient à Munich nous faire une leçon de morale à l'Europe, beaucoup d'observateurs ont dit il n'a pas totalement tort. Il a soulevé des problèmes qui sont réels sur des repères, sur des valeurs, sur le positionnement occidental. Je fais même allusion, vous vous souvenez de ce débat du traité constitutionnel européen. Est-ce que le préambule de la Constitution devait bien dire que l'Europe était d'obédience helléno-judéo-chrétienne? On a retiré ce texte. C'est un peu ce qu'il venait nous rappeler. Quand Judy Vance vient à Munich pour nous dire ça, il vient pour nous aider ou pour nous montrer du doigt? Je pense qu'il y a ce petit électrochoc qui nous vient pour vraiment nous montrer les problèmes auxquels on fait face et qui ont des conséquences qui seraient terriblement néfastes pour nos démocraties libérales. Et ça s'appuie d'autant plus que c'est des situations que eux-mêmes ont traversées aux États-Unis. Lorsqu'on a vu le pouvoir qui s'est ingéré dans ce que pouvaient dire ou pas les plateformes, les big tech, ils ont censuré le compte de Donald Trump. Il y a beaucoup de voix conservatrices qui se sont vues, ce qu'on disait le shadow ban, ou des algorithmes qui entravaient certaines histoires d'être révélées au grand jour, et notamment à travers la crise Covid aussi. Ça a été vraiment, il y a une grosse ingérence du politique dans ce que les citoyens avaient le droit de dire, et je pense que à plus forte raison, ça les légitime pour venir nous alerter sur ce qu'on est en train de traverser, à plus forte raison qu'il y avait le cas caractérisé de cette annulation de l'élection en Roumanie par la Cour suprême, quelque chose qui était sans précédent et qui menace de se reproduire si au contraire il n'y a pas de prise en compte de ces menaces technocratiques. On a entendu Thierry Breton avouer comme ça en pleine chaîne d'information en continu qu'il l'avait fait en Roumanie. S'il le fallait, il le referait par ailleurs. Et au demeurant, il y a une volonté de se dire il faut croire dans les démocraties et dans sa liberté d'expression. Si on veut réguler, contrôler tout ce qui est dit en ligne, et désormais on le voit aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène avec l'obligation d'une identité numérique pour les mineurs, mais on voit bien que jusqu'où ça peut aller. Ça nous fait prendre en compte qu'il y a une volonté de scléroser, d'avoir une mainmise, de corseter la liberté d'expression, qui est pour moi très dommageable, qui ne va pas de pair avec nos sociétés démocratiques et notre tradition du débat. Et je pense que c'est parfois nécessaire de nous-mêmes, comme on l'a dit au début des années 2000, de dire que c'était une folie de partir en Irak. Et donc on l'a dit aux États-Unis, en la personne de Dominique de Villepin à l'époque, que ça soit un J.D. Vance qui vienne en Europe, dans ce vieux continent avec son histoire, sa culture, qui vienne nous dire que vous êtes dans une folie parce que vous faites des atteintes à la liberté d'expression et parce que vous êtes en train d'être menacé d'effacement civilisationnel en raison de votre folie migratoire. Eh bien, je pense que c'est des cris d'alarme qu'on doit prendre le plus sérieusement du monde. Vous vous souvenez, lors des élections américaines, nous avons des représentants qui vont sur les plateaux télé, des observateurs, des politologues, qui annoncent, qui souhaitent la victoire d'Obama, qui souhaitent la victoire de Joe Biden, qui annoncent que Trump ne peut pas gagner, que s'il gagne, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, ces gens-là, je ne vais pas citer de nom, mais on voit de qui je parle. Aujourd'hui, ces gens-là sont dans le désarroi le plus total. Cette gauche bien pensante
social-démocrates qui vouaient Trump aux gémonies, et ils se rendent compte que finalement le nouvel atlantisme, puisqu'ils sont pro-américains, et ils rêvent d'une Amérique démocrate, en oubliant que les démocrates ont été très bellicistes aussi, et que peut-être que si Joe Biden avait gagné cette élection, on serait dans une situation, à mon avis, un peu plus problématique qu'avec l'élection de Trump. Comment vous positionnez cet intellectualisme français de gauche fasciné par les démocrates? Comment est-ce qu'aujourd'hui ça peut encore tenir? Je pense qu'ils se font une idée des États-Unis qui est une idée fausse. Ils idéalisent cette Amérique un peu lumière et sur laquelle on a un peu ce récit qui nous est servi à la naphtaline et qui est absolument déconnecté. Et d'ailleurs qui nous est servi aussi dans la pop culture. L'Amérique que moi je connais, c'est pas celle de Netflix. C'est une Amérique profonde qui a sans doute une autre vision du rêve américain que celui qu'on vous vend sur Instagram et TikTok. C'est une vision un peu digne, sans doute moins avec des paillettes, mais qui répond à des aspirations. Et ça, encore une fois, ça fait écho à certaines aspirations que des agriculteurs, des ouvriers, des gens qui sont en première ligne en France peuvent aussi avoir cette aspiration-là et refusent ces injonctions de ces gagnants de la mondialisation heureuse qui voudraient vous dire quel est le mode à suivre, quitte à, encore une fois, dissoudre leurs identités. Donc, je pense qu'effectivement, ils sont pas dans une lecture rationnelle, ils ont un biais de perception et une espèce de confirmation, et je pense que leur masque est complètement tombé, où on voit qu'ils sont pas là pour éditorialiser, ils font, c'est des experts, c'est des activistes déguisés en experts qui nous servent leur soupe sans contradiction, et c'est au plus profond mépris tant de la démocratie américaine, d'ailleurs de la manière dont ils vont le traiter, que de leur audience française, en apportant pas la moindre nuance. Et je pense que c'est véritablement dommageable, ça montre à quel point on regarde uniquement sous un unique prisme plutôt que d'apporter une contradiction et d'arriver à d'être d'accord, d'être en désaccord. Pour autant, vous convenez, Nicolas Conquer, que lorsqu'on voit les images de l'enterrement de Charlie Kirk, qui sont impressionnants, cette ferveur, cette masse, cette mouvance-là, elle est aux antipodes de ce que l'on vit, de ce que l'on voit en France. Même si on se dit conservateur, traditionnaliste, en France, c'est pas les mêmes paramètres, c'est pas les mêmes repères des valeurs traditionnelles. Ça, vous en convenez? Non, mais alors là, je vous invite à rouvrir Tocqueville et de dire que les États-Unis, déjà, c'était une théocratie molle. C'est-à-dire que là, vous parlez de quelqu'un... Ils ont changé depuis, ils ont changé depuis Tocqueville. Charlie Kirk, ouais, peut-être qu'on y revient d'une certaine manière. J'apprécie beaucoup Tocqueville, et je pense qu'on oublie Tocqueville aujourd'hui dans la définition du libéralisme français. Alors que c'est une référence absolue aux États-Unis, pas le moindre étudiant sérieux en sciences politiques, en philosophie, n'ignore Tocqueville, et ça montre aussi à quel point la France aussi a beaucoup à apporter au monde et aux États-Unis et inversement. Donc j'en viens, Charlie Kirk, c'est un patriote, un militant conservateur qui a été assassiné d'une balle dans le cou en plein débat, effectivement, sur le fait que ce soit un homme de foi et un homme politique qui lui a valu des obsèques qui avaient un fort côté religieux, c'était une synthèse de qui il était réellement. Nous, on peut avoir un regard un peu plus distant vis-à-vis de la foi en France, ça fait sourire, ça fait lever les épaules, mais ce que ça dit, au-delà de ça, c'est les atteintes sur la liberté d'expression, où désormais, des adversaires viennent démoniser des gens qui ne sont des simples militants et qui n'ont que pour arme leur micro, et je pense qu'il faut rendre honneur à ça, il faut arriver à défendre cette liberté d'expression, que vous soyez d'accord ou non, eh bien ça se passe en débat. À partir du moment où on arrête le débat, c'est le début de la violence politique, et ce qu'on a vu aux États-Unis, moi je craignais que ça vienne prendre souche en France et se reproduire, et donc c'est en ce sens que j'ai organisé un hommage à Charlie Kirk en septembre dernier, pour justement rappeler que vous soyez ou non Charlie Kirk, eh bien hier nous étions Charlie, aujourd'hui nous sommes Charlie Kirk, que ça vous déplaise ou non, il faut accepter que cette liberté d'expression puisse avoir lieu. Vous restez avec nous. Perico Légas reçoit Nicolas Conquer, auteur de Vers un Trump français. Surtout, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. Je vais continuer cet échange passionnant avec Nicolas Conquer. On va parler des deux tragédies qui sont passées avec ICE. Voilà, et justement les anathèmes qui sont jetés sur la société américaine. Est-ce que vous vous sentez proche de l'Amérique? Est-ce que vous connaissez dans le trumpisme? Est-ce qu'il y a des choses à prendre, des choses à jeter? Je suis sûr que ça vous interpelle, que ça vous questionne. Et je sais que comme il n'est pas un adepte de la langue de bois, au contraire, Nicolas Conquer répondra à vos interventions, à vos observations avec le courage et la pertinence qu'on lui connaît. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et je reçois Nicolas Conquer, auteur de Vers un Trump français. Y a-t-il des colères françaises qui ressemblent aux colères américaines? Modèle non, dit Nicolas Conquer. C'est un miroir et c'est édité chez Fayard. Nicolas Conquer,
les forces politiques en France qui pourraient porter cette vision du monde et cette approche de l'État-nation, de l'Europe, du continent, c'est plutôt la droite française. Vous avez été vous-même d'ailleurs candidat du Rassemblement national dans la Manche. Vous étiez en phase totale avec la doctrine du RN, ou vous étiez nuancé quand même par rapport, sauf que vous avez l'air de dire c'est quand même eux qui seraient le plus proches de cette solution. Alors le point particulier sur mon aventure aux législatives de 2024, c'était lors d'une dissolution, j'étais dans le cadre d'une alliance, donc une alliance LR portée par Ciotti, désormais l'UDR, portée par le RN. Je rappelle que je n'ai plus d'affiliation avec ces partis à l'heure actuelle. Mais vous l'avez été, c'est deux que vous aviez trouvé chaussure à votre pied à un moment donné. Voilà. C'est un contexte assez inédit, ça s'est fait en 3 jours, j'en parle dans mon livre. Ça s'est passé en 3 jours. On est bien d'accord, non, et l'enjeu, c'est surtout de partir du principe qu'il y a un parti majoritaire et il y a des partis satellites, et pour moi ça correspond à une attente tant de la population que sans doute un modèle qu'on pourrait avoir aux États-Unis, avec moins un parti vertical qu'une archipel comme on peut avoir aux États-Unis. C'est des partis très décentralisés avec des voix qui peuvent se singulariser, être distinctes sur une tonalité, sur un registre particulier, plutôt que d'être comme un seul homme à obéir à une ligne du parti. Donc moi effectivement c'est ce qui m'a séduit sur le coup. En ce qui concerne ceux qui pourraient être les plus proches d'une prise de position telle que voulue par Donald Trump, c'est pas spécifique à la droite, à la gauche ou au centre. Quand Donald Trump dit l'Amérique d'abord, je pense que c'est audible pour n'importe quel souverainiste de dire la France d'abord. Que vous soyez un lecteur de Marianne de Franc-Tireur, un auditeur de Sud Radio ou de Nova, c'est des choses sur lesquelles on doit pouvoir intégrer ça, que c'est pas une honte et au contraire c'est même une revendication et une attente d'une grande majorité de la population française. Donc effectivement c'est quelque chose qui est pas préempté mais qui est porté par les formations de droite qui peuvent arriver à s'unir autour d'une plateforme commune. Aujourd'hui la question n'est pas d'ailleurs un paradigme gauche-droite comme le dit d'ailleurs Donald Trump et différentes personnes de l'administration au forum de Davos, ce fameux club de milliardaires où ils étaient la semaine dernière en Suisse, où désormais le temps des mondialistes est terminé. Désormais c'est l'heure des patriotes. Et ça pour le coup, et vous l'avez reconnu tout à l'heure, Donald Trump a une certaine forme de constance, une colonne vertébrale idéologique où il martèle ce sujet-là depuis déjà son premier mandat lorsqu'il intervient aux Nations Unies, où il dit mais le temps des mondialistes est derrière nous. Donc en soi, si ça peut trouver un écho, c'est pas forcément spécifique à une figure ou une coloration politique. Pour moi, c'est une plateforme assez large, commune, et qui fait réponse à toute cette ère mondialiste dont il est grand temps qu'on ferme le chapitre. Nicolas Conquer, une récente étude d'opinion diffusée par Grand Continent qui défraye la chronique aujourd'hui, avec notamment Raphaël Liorca, dit qu'il y a un patriotisme français, qu'il est réhabilité le patriotisme. Les Français, le peuple français révoque son patriotisme, mais pas son nationalisme. Je vous rappelle que le patriotisme français, bien sûr qu'il faut être patriote, que nous avons, nous, des paramètres et des valeurs qui sont nées de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une déclaration française. Elle participe de la création des États-Unis en 1776. Là-dessus, nous avons un destin commun, des valeurs communes. Pour autant, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Toutefois, je vous demandais votre engagement au RN pour vous dire, vous êtes donc à un moment donné, vous avez été lié, vous êtes impliqué dans la vie politique française, vers un Trump français. On va mettre les pieds dans le nugget, c'est le cas de dire. Vous êtes plus bardéliste et maréchaliste. Quand je dis maréchaliste, je parle de Marion Maréchal, que Le Peniste par rapport à Marine ou que Tanguy par rapport à Jean-Philippe Tanguy. Mais vous pouvez me dire non, c'est peut-être chez les Républicains que je pourrais trouver quelqu'un qui porte ces valeurs, voir à horizon, est-ce qu'Édouard Philippe est un Trump potentiel, ou Bruno Retailleau, ou Laurent Wauquiez, voilà, mais plutôt au RN, dans les nuances qui sont au RN aujourd'hui, je pense que vous êtes plus proche d'un Bardella, d'une Marion Maréchal, que d'une Marine Le Pen et d'un Jean-Philippe Tanguy. Moi, mon livre, il répond surtout à une soif d'incarnation qui se manifeste par les Français, du fait que lors des élections législatives de 2022, le premier parti de France était l'incarnation, c'est-à-dire que l'offre politique répond plus aux attentes. Ensuite, en ce qui concerne les lignes, vous l'avez dit, il y a des gens avec qui j'ai plus de sympathie et d'affinité, même on peut avoir des désaccords francs. Vous savez, Jean-Philippe Tanguy, c'est un excellent tribun, mais il est très souverainiste et opposé au canal Atlantique. Édouard Philippe, et à lui c'est un atlantiste parce que c'est un young leader. Mais est-ce que Trump n'est pas un méga souverainiste américain ? Bien sûr, il défend ses intérêts et de fait il rappelle et il encourage cela sans s'imbriquer dans les affaires des autres partis, mais on montre aujourd'hui que c'est vraiment un modèle d'arriver à fournir de la protection de la souveraineté et de l'identité plutôt que du libre-échange à tout va qui justement ont créé au cours de ces 50 dernières années de libre-échangisme la dilution des identités, la perte de repères, ce sans-frontiérisme qui a conduit à des
des crises majeures liées à l'immigration massive, des déracinements et également ces fractures qu'on voit avec désormais ces zones entières qui sont sinistrées parce que on n'a pas su protéger notre emploi, on n'a pas su protéger nos identités, comme vous le disiez, qui désormais fait que on est ouvert aux quatre vents et menacé par tant des menaces économiques que des menaces criminelles souvent importées. Nicolas Conquer sur Sud Radio, nous appliquons le parlons vrai. Répondez-moi les yeux dans les yeux et je croirai en votre réponse. Est-ce que Donald Trump est un vrai démocrate? Je ne parle pas du Parti démocrate. Est-ce que ses valeurs sont vraiment démocratiques? Ou est-ce que, c'est pas une question piège, ou est-ce qu'il est en train de repenser la démocratie, de la redéfinir en disant peut-être que la démocratie, les valeurs démocratiques telles qu'on les a connues, ne sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui et que l'intérêt national fait qu'il faut peut-être mettre en réserve ou entre parenthèses certains paramètres démocratiques qui sont plus d'actualité. Donald Trump, il a été élu et réélu, il a prêté serment à la Constitution, j'y étais, non mais c'est pour ça, et c'est de bien rassurer que c'est dans un contexte particulier. Maintenant, si vous voulez dire, il respecte pas le droit international sur son intervention sur Venezuela. Je parlais vraiment des valeurs sur démocratiques. Le cas de fait qu'il puisse y avoir des élections libres qui se tiennent aux États-Unis. Est-ce qu'il estime que le suffrage universel, dans certaines conditions, peut desservir ce qu'il appelle lui l'intérêt national? Voilà. Non, je pense qu'au contraire. En plus, c'est quelqu'un qui, par sa présence scénique, c'est quelqu'un qui adore faire campagne, qui mobilise et qui est très investi dans les campagnes. Et donc, du fait, on est dans une année d'élection, il va être présent et il sait que ça fait partie du jeu de cette alternance et du jeu démocratique. Troisième mandat, il a renoncé. Il a compris que c'était pas possible. Non, mais de fait, il sait que tout le monde vient lui manger dans la main quand il dit ça. Et de fait, il entretient même l'idée d'un quatrième. Mais en Petite parenthèse, qu'est-ce qu'il faudrait? Pour qu'il fasse un troisième mandat, il faudra un amendement constitutionnel. On rappelle que c'est Roosevelt qui, en fait, c'est récent en soi, c'est parce que Roosevelt a fait 3 mandats et demi, il a terminé dans un état déplorable. Il a été élu 4 fois, bien sûr, voilà. Bien sûr, non, mais en soi, ça n'allait plus, ça a été limité, et de fait, là aujourd'hui, Donald Trump, on rappelle le choix de son vice-président, qui est le deuxième plus jeune de l'histoire des États-Unis, J.D. Vance, il a été choisi justement par un choix de bon sens, pour si, soit il a besoin de reprendre sa suite à la fin du mandat, ou éventuellement avant la fin du terme de son mandat. Donc, il est tout à fait dans une logique de passer le flambeau. Donc, on peut dire que on n'est pas sûr qu'il y a un Trumpisme, il y a un 26, parce que J.D. Vance, lui, il propose une définition de la société et même du monde très précise, un peu intellectuelle. Il a une légitimité intellectuelle avant d'être politique. Il a écrit, d'ailleurs... L'idéologue, c'est lui ou non? Est-ce que l'idéologue, c'est lui plus que l'aurait pu être Musk ou... voilà. Il y a d'autres personnes que je pourrais qualifier d'idéologues. En l'occurrence, J.D. Vance, il a écrit un livre principal là, qui s'appelle Une ode américaine, dans lequel il parle de son souvenir personnel. C'est à la fois autobiographique, mais à la fois critique d'une société en crise. Et donc, ça lui a donné cette légitimité intellectuelle. Je pense pas pour autant que ça en fait de lui un idéologue. C'est quelqu'un qui est pragmatique, qui est passé dans l'arène, quelqu'un d'ailleurs accessoirement qui a une légitimité intellectuelle. Il a été juriste à Yale, il est allé déployer parmi les Marines et il arrive, c'est vraiment l'incarnation du rêve américain. C'est-à-dire qu'il part d'une famille qui est complètement dysfonctionnelle avec des problèmes de drogue, de violence, et il finit vice-président à la Maison-Blanche à peine l'espace de 40 ans. C'est assez spectaculaire. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'idéologue. Je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui est vraiment très concret, ancré dans le bon sens, auquel les gens, tant des cercles élitistes de la Silicon Valley ou des places fortunées de la bourse, que des gens issus des classes populaires dont il est originaire, comme l'Ohio, arrivent à se reconnaître. Et c'est également ce qu'on attend. C'est une figure de synthèse. C'est pas quelqu'un qui soit issu de milieux technocratiques ou forcément issu du sérail. C'est quelqu'un qui arrivera à faire la réconciliation entre les élites bourgeoises et sans doute les classes populaires. Et à travers lui, c'est sans doute, vous voyez, je vous glisse un petit peu un peu de teasing ou de teasage sur les livres, c'est-à-dire qu'à travers le Trump français, peut-être que on a sans doute une attente avec une personnalité qui ressemblerait davantage à nos attentes, en phase avec notre culture et la légitimité intellectuelle que serait un J.D. Vance. Est-ce qu'il faut aller vers un Trump français tel que le suggère Nicolas Conquer? Rappelez-nous, 0826 300 300. Emmanuel Galasso va prendre votre appel. Est-ce qu'il se passe aux Amériques, aux États-Unis, une forme de solution que nous n'aurions pas vue en Europe et qui est peut-être l'issue par laquelle on va pouvoir reconstruire? C'est carrément un problème de civilisation, et Nicolas Conquer nous met en garde. Attention, vous êtes en train, comme M. Vance l'a fait à Munich, vous êtes en train de dépérir. Il faut un sursaut civilisationnel, et c'est dans le trumpisme qu'il s'incarne. Vous nous appelez, on attend vos appels, et Vincent Conquer répondra à vos observations. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états.
Perico Légas reçoit Vincent Conquer, auteur de Vers un Trump français. Les colères françaises ont-elles un miroir américain? Et appelez-nous au 0826 300 300 pour poser des questions, parce que je sais Nicolas Conquer. Qu'est-ce que j'ai dit, Vincent? Voilà. Parce que vous savez pourquoi je connais un Vincent Conquer, c'est pour ça. Donc, et je le salue d'ailleurs au passage. Alors, justement, un auditeur, il y en a un qui nous appelle, Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous inspire d'abord les propos de Nicolas Conquer vers un Trump français? Vous-même, ce qui se passe aux États-Unis est quelque chose qui pour vous, c'est un remède ou c'est un miroir ou pas du tout? Non, je crois que la mentalité américaine est très différente de la mentalité française. Nous avons une culture, nous avons une histoire, nous avons une sensibilité, et nous avons surtout dans la langue française des nuances que n'ont pas les Américains. Donc en effet, Trump peut se comporter comme ça, puisque lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est un petit peu l'audimat, c'est un peu faire le buzz, et d'ailleurs, malheureusement, c'est ce qui commence à se traduire en France. Mais je crois que vraiment, si on avait ce type d'individu en France, ça serait assez grave, parce que les gens se manifesteraient et puis seraient dans la rue, hein. Et je crois que plutôt, bon, évidemment, en France, il manque quelque chose, ça, on le sait. On sait que Macron, par exemple, n'est pas le bon exemple pour gérer notre pays, mais je crois qu'il faut trouver un juste milieu à la fois, c'est-à-dire une personne qui soit beaucoup plus dans l'efficacité plutôt que dans le discours, quoi, ni plus ni moins. Nicolas Conquer, que vous inspire la remarque de Pierre de Toulouse? Elle est tout à fait sensée. Évidemment, on ne cherche pas une transposition, un calque. Au contraire, c'est prendre en compte la spécificité de notre terre, de notre culture et de nos aspirations. Et d'ailleurs, je tiens à dire que la fonction de président de la République n'est pas superposable à celle du président des États-Unis, d'une part. Ensuite, effectivement, je vois sur le fait que vous êtes plutôt sur le caractère, sur les outrances et qui pourrait sans doute pas coller avec nos aspirations. Moi-même, je milite à travers mon livre pour quelqu'un qui serait plus rond et qui pourrait se fondre dans nos institutions. Et aussi, on parle tant du rapport à l'argent qui n'est pas le même aux États-Unis. On peut pas juste se targuer, se prévaloir de ses réussites entrepreneuriales pour prétendre à la fonction présidentielle. De la même manière que c'est pas parce que vous avez une énorme communauté YouTube que vous serez celui qui sera le prochain président. Certes. Donc ça, je mets ça de côté. Maintenant, je rejoins ce que vous êtes en train de dire sur le fait qu'il y a le côté pragmatique et sans doute cela où Trump excelle, la capacité à faire des transgressions tant de fond que de forme et de faire sauter parfois des verrous institutionnels. C'est-à-dire, en fait, ça, il faut laisser le statu quo. Et Donald Trump, lui, il a fait c'est une promesse de campagne de dire je vais assécher le marais, c'est-à-dire que je vais en finir avec cette caste politicienne qui sert que ses intérêts et qui est là pour se servir plutôt que servir. Et je pense que évidemment là on le voit bien, il y a une attente forte en ce sens et que ça peut demander à sortir du statu quo et du consensus mou. Je pense qu'aujourd'hui c'est une vraie attente plutôt que encore une fois de sombrer dans une forme d'immobilisme ou de on fait des grandes déclarations mais c'est pas suivi des faits. Évidemment là où Trump choque, c'est pas tant par ses outrances mais c'est parce que il délivre et il accepte de faire ce pourquoi il a fait campagne. Pierre, est-ce que pour autant vous pensez que en France, il manque d'une personnalité politique de la trempe de Trump? Je fais attention à pas déraper sur les mots, que justement cette exaltation de la nation, de la patrie, elle est en France insuffisante pour rassembler les Français autour d'une idée, et que Trump, voilà, est-ce qu'il pourrait incarner cet homme providentiel? C'est pas le général de Gaulle, évidemment, mais est-ce que c'est cette intensité de l'engagement politique qui manquerait peut-être chez nos leaders politiques en France? Pierre. De caste, il y a en effet en France une caste administrative qui malheureusement nous bloque. Et c'est ce qui manquerait au fond en France, c'est quelqu'un qui ne sorte pas de cette caste et qui gère le pays de façon, on va dire, plus modérée que idéologique. Le vrai questionnement, la vraie question le souci que nous avons en France, c'est que vraiment nous sommes gérés par des administrations qui aujourd'hui ont le pouvoir sur tout. Donc comme c'est idéologique, on ne peut pas avancer d'un point de vue pragmatique. C'est-à-dire que l'idéologie prime sur le pragmatisme. Et c'est pour ça que notre société ne fonctionne plus aujourd'hui. Et que si demain il y avait un Trump ou un équivalent, il serait immédiatement bafoué parce
que évidemment, nous avons 6 millions de fonctionnaires qui, enfin, quand je dis fonctionnaires, c'est pas tant les fonctionnaires qui me gênent, hein, c'est cette administration. On vous a compris, Pierre. Voilà. Vous parlez d'énarchie, vous parlez des directions centrales des ministères qui disent quand un ministre arrive, monsieur le ministre, calmez-vous, dans 2 ans vous serez plus là, nous on continuera à tirer les ficelles. Et puis cette énarchie. Est-ce qu'il y a, Nicolas Conquer, il n'y a pas d'ENA aux États-Unis, il n'y a pas de cette caste dirigeante qui est là malgré les alternances politiques. Au contraire, on sait qu'à chaque présidence, on dégage l'administration. L'administration Obama est remplacée par une autre administration, ou Clinton, et celle de Trump disparaîtra ou sera remplacée. Ça, c'est un élément démocratique pour vous, non? Pour moi, c'est assez sain. On n'arrête pas de reprocher à Donald Trump de choisir des gens qui lui sont loyaux et accessoirement compétents. Et donc, je pense que c'est un faux procès à lui faire. Je pense qu'il y a davantage de passerelles d'ailleurs entre la vie publique, politique, et le privé, le monde des think tanks, les médias, qu'on doit accepter. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de constater aussi en France désormais, où vous avez d'anciennes personnes qui évoluent en politique, qui sont dans les médias. Et je pense que au-delà de ça, il faut aussi avoir des acteurs de la vie civile, et voire même entrepreneurs. Je pense que ça donne un peu plus de perspective que sur une réalité qui est uniquement livresque, qui est déconnectée de la réalité et du quotidien des Français. Donc il faut encore une fois être cette personne de synthèse, à la fois parler la langue des plateaux, la langue des salons et la langue des PMU si vous voulez, mais de pas juste être dans un langage technocratique et être hors sol. Je pense que c'est vraiment ce à quoi on a assisté au cours de cette dernière décennie et qui est la traduction d'un lent phénomène. Et évidemment, il y a des mouvements qui vont dans le bon. On a des personnalités qui émergent et qui ne sont pas forcément issues du sérail ou de formation de haute administration, mais c'est encore assez sclérosé parce qu'on a une parole qui n'est pas libre. On a des agences de régulation, et moi encore une fois, au-delà du nombre de fonctionnaires, c'est surtout le nombre de 1200 agences qui viennent encore une fois dicter, réguler et entraver la vie des Français, sur lesquels il y a vraiment besoin de faire sans doute un grand ménage sur une base d'efficacité, et sur lesquels vous pouvez peut-être assurer qu'il y en a 80% qui sont vraiment supplétives et qui viennent justement empoisonner la vie des Français. Bon, jusqu'à présent, Nicolas Conquer, j'ai été compréhensif, j'ai été attentif, je vous écoute, je vous laisse parler. On va commencer peut-être à diverger parce que vous prenez 2 personnalités de la vie sociologique française, le philosophe Michéa et Jean-Christophe Guilly, le sociologue, quelque part géopoliticien. Vous invoquez leur constat sur la fracture sociale française, sur la France périphérique. Voilà, et vous dites, voyez, nous avons les mêmes mots. Or, ce que Michéa et Guilly dénoncent, c'est peut-être justement les travers d'un alignement idéologique sur le système américain qui aurait donc la mainmise des intérêts financiers, des lobbies, de la grande distribution. Tout ça, c'est des concepts américains. Ce qu'eux dénoncent, c'est peut-être un alignement socio-culturel trop fort sur l'Amérique au lieu de garder nos valeurs françaises qui aurait abouti à cette fracture sociale. Je ne vous autorise pas à utiliser Michéa et Guilly pour nous servir votre soupe, mon cher. Eh bien, je vais prendre le droit de le faire, en fait, de convier dans mon livre des auteurs de différentes sensibilités. Déjà, je pense que c'est une manière de dire que je suis pas sectaire et que je vais lire des gens de toute sensibilité. Et si vous lisiez ma bibliothèque, vous serez sans doute surpris par des auteurs gauchisants, voire très très à gauche. Maintenant, l'enjeu, c'est surtout de dire que lorsque je parle de Michéa, donc de la révolte des élites, je vais mettre ça en parallèle avec un phénomène qui est Christopher Lasch aux États-Unis, qui parle de libéral-libertaire. Ouvrage fondamental. C'est fondateur et ça m'a beaucoup nourri, et donc en soi, j'y arrive à y dresser quelques parallèles. Je dirais Ellul pour les Français et Christopher Lasch, voilà 2 documents qui nous expliquent les mots de ce monde. Et sur l'autre auteur, Christophe Guilly, une lecture très intéressante sur la fracture périphérique, l'histoire de centre et de périphérie. On arrive à y trouver des échos tant aux États-Unis qu'en Angleterre, avec Andrew Goodhart qui parle encore une fois des nowhere et les anywhere, encore une fois ceux qui sont les gagnants de la mondialisation versus ceux qui sont les perdants de cette mondialisation heureuse, et aux États-Unis notamment à travers l'essai biographique de J.D. Vance, où il parle vraiment de cette Amérique profonde qui a été oubliée, délaissée, sacrifiée, parce que la gauche a abandonné l'école bleue, les ouvriers, les classes manufacturières, les classes populaires, au profit d'idées sociétales, juste parce que c'était la dernière mode du moment. Et donc là, effectivement, voilà, je fais les parallèles. On peut me reprocher, j'en ai pas la paternité. Nicolas Conquer, cette globalisation néolibérale qui a conduit la planète là où elle en est, elle est le fruit de la civilisation américaine, de la financiarisation du monde par la conception du capitalisme américain. Et effectivement, les Gilets jaunes, c'est la résultante de ça. Mais vous êtes en train de dire que les Gilets jaunes, non, les Gilets jaunes sont victimes, je ne vais pas dire du Trumpisme, mais de cette vision américaine d'hégémonie.
Et alors là, je vais vous parler comme un curé, ça sera sans doute la seule référence à la Bible que je vais faire, mais je veux dire, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est évidemment les États-Unis, je me leurrais ou je serais dans une forme de taquilla de vous dire que non, c'est pas ceux qui ont promu le libéralisme et la mondialisation. En revanche, et j'y dédie un chapitre entier, c'est sur ces nouvelles orientations du Parti républicain et cette ligne qui est portée par Donald Trump avec certaines formes de protectionnisme raisonné, un capitalisme plus social. Ça peut faire hausser les épaules, mais c'est clairement tout ce qui est mis en place à travers cette administration, notamment cette politique de guerre commerciale et de réindustrialiser les États-Unis, c'est pour protéger le faible plutôt que le fort. Et donc, il y a pour moi un alignement de structure où je dis effectivement qu'ils sont en train de revoir parce que cette page de la mondialisation libérale à outrance est sans doute arrivée en fin de cycle et elle en appelle sans doute à un nouveau qui, d'une certaine manière, a conduit Donald Trump à la Maison-Blanche parce que les Américains avaient davantage besoin de protection et d'identité que de libre-échange. Et donc, à travers ça, je pense aussi que ça va faciliter un meilleur dialogue entre la droite américaine et les droites européennes, notamment françaises. Vous êtes sur Sud Radio, Perico Légas reçoit Nicolas Conquer. Nous parlons vers un Trump français. Est-ce que c'est une réalité? Appelez-nous au 0826 300 300. Il reste un petit quart d'heure d'échange. On va aborder la question de Minneapolis. Voilà. Est-ce que l'ICE est une forme de Gestapo? On a entendu ses propos sur les ondes. Et puis, vous donnerez votre avis ou vous poserez des questions et Nicolas Conquer y répondra tout de suite sur Sud Radio. Merci. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Nicolas Conquer, auteur de Vers un Trump français. Nicolas Conquer, je vous lis à l'instant que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Gérald Darmanin, dit stop à l'immigration régulière. Même pas irrégulière. Nous sommes encore sous le coup des 2 tragédies à Minneapolis, la mort de deux personnes qui ont été abattues par le ICE, cette milice. Alors, rappelez-nous, ICE n'est pas la création de Trump, c'est bien Bush qui l'a créé. Non, oui, l'agence ICE Immigration and Custom Enforcement, donc en gros cette agence fédérale qui va gérer la sécurisation aux frontières et le rapatriement des clandestins vers leur pays d'origine, a été fondée au lendemain du 11 septembre en 2003 sous Bush. C'est une agence qui a Trump, systématiquement eu ses financements depuis tous les ans, que ce soit une administration démocrate ou républicaine. Et c'est les gens qui ont... Une précision, c'est une sous-traitance? Ce sont des fonctionnaires de l'État fédéraux ou ce sont des employés privés sous mandat public? Non, ce sont des agents fédéraux qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Compris. Donc c'est bien des flics à part entière, c'est pas une milice. Bien sûr, complètement. Voilà. C'est les gens. Il y a eu une recrudescence d'une embauche massive parce que on est dans une situation de crise avec plus de 10 millions d'immigrés clandestins qui sont rentrés sous l'administration Biden et qui ont d'ailleurs été une des promesses de campagne de Donald Trump de lutter contre cette immigration illégale. Et donc il a obtenu ces résultats. Et désormais, ces gens-là, ces agents de ICE, il faut quand même s'il y a des choses qui peuvent être critiquées, des modes opératoires, saluer le fait qu'ils viennent libérer des communautés de criminels et de gens qui ont un passé qui est plus que dangereux et des vraies menaces à la société. Nicolas Conquer, vous comprenez que ça choque et j'entendais même ici en France des gens suggérer si on avait ça dans les forces de l'ordre françaises pour juguler que ce soit les narcotrafiquants ou l'immigration clandestine, qu'est-ce que ça serait bien sans en arriver avec l'extrême. Et les 2 scènes que l'on a vues avec ces 2 morts abattus comme ça à bout portant, vous comprenez que ça choque la société française. Une fois, les images sont certes choquantes, il y a évidemment un drame humain, des morts qui sont toujours une tragédie. Maintenant, ce sont des drames qui sont évitables. On rappelle, vous l'avez dit, c'est pas une milice, ni des freelances, ni des mercenaires, ce sont des agents fédéraux qui agissent dans le cas d'une mission, une prérogative qui est de l'ordre fédéral et qui ont pour mission d'appréhender et d'exfiltrer ou d'extrader des clandestins criminels. Ces gens-là, ils le font dans un contexte très tendu parce qu'il y a pas seulement des manifestants, mais des activistes et des protestataires qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui font face à une montée exponentielle des menaces contre des agents de ICE. Hier, il y a un agent qui a perdu littéralement un doigt. Donc évidemment, ces scènes, tant René Good que Alex Pretty, qui ont fait l'objet de mesures qui sont qualifiées de légitime défense, l'enquête le dira. C'est pas à nous de dire en regardant une vidéo sous tous les angles ce qu'aurait dû faire l'agent fédéral, qu'il avait une fraction de seconde pour défendre sa vie et celle d'autrui. Autant vous dire que l'IGS aurait du boulot si elle existait aux États-Unis. Nicolas Conquer, nous avons Henri qui nous appelle de Biarritz. Bonjour Henri. Bonjour Perico. Eh bien écoutez, je voulais juste rappeler que l'ICE existait déjà du temps d'Obama et que sous Obama,
un mort, c'est toujours de trop. Mais il y a eu plus de 50 morts avec les présidences de Obama. Et puis, Obama a décoré le patron de ICE. C'est lui qui l'a décoré. Et puis, je voudrais le mettre en parallèle par rapport à quelque chose d'autre. Parce que nous, on se fait les gorges. C'est affreux. Un mort, c'est toujours un mort. Bien sûr. Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de morts en Iran. Et je voudrais qu'on ait sur nos chaînes d'information, autant de force qu'on en a pour ce mort qui vient d'avoir lieu, ou ces 2 morts qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis, à Minneapolis. Je trouve ça scandaleux que l'on traite si peu tous les morts d'Iran. Mais je suis désolé. Non seulement ça, Henri, mais est-ce que vous n'estimez pas qu'en France, il y a eu quelques cas de morts tragique. On parlait de Samuel Paty, voyez. Est-ce que, sans aller jusqu'aux extrêmes que l'on a pu voir dans les images ou les interventions de l'agence ICE, est-ce que vous estimez pas que on aurait attendu des forces de sécurité françaises plus de moyens, plus de fermeté par rapport aux éléments les plus agressifs, les plus extrémistes d'une immigration militante, hein. Je n'ai rien contre les immigrés. Au contraire, la France est là pour les accueillir et les intégrer. Mais ceux qui ne veulent pas s'intégrer, est-ce qu'ils ont eu en face d'eux des forces de l'ordre dissuasives? C'est ça le problème, Henri, que vous posez. Pas toujours, non mais on est d'accord. Mais moi, ce que je voulais mettre en parallèle, surtout, c'est les 2 traitements de l'information par rapport à l'ICE et Minneapolis actuellement, par rapport à tous nos médias et par rapport au drame actuel, parce que c'est celui-là actuellement, qui se passe dans le peuple iranien. Nicolas Conquer. Oui. Et de manière plus ciblée, on a d'autres drames bien nationaux, et excusez-moi de le rappeler, mais au moment où on est en train de commenter des images qui sont déroulées à 7000 km d'ici, dans un chaos et sans avoir l'intégralité des informations, où on veut balayer, bafouer toute forme de présomption d'innocence, on rappelle qu'en France, on a une nonagénaire qui a été violée par un UQTF. Je veux dire, regardons bien les maux de notre société et quelles mesures est-ce qu'on est en mesure d'apporter pour sécuriser nos anciens face à des criminels qui sont lâchés en pleine nature. Donc, encore une fois, cette préoccupation, elle vise encore une fois d'aller pointer du doigt Trump, faire de l'America bashing et de se retourner vers certaines autres alliances, encore une fois, en livrant en pâture nos anciens, nos gens les plus vulnérables à des gens qui sont des menaces et qui n'ont absolument rien à faire en France. Bon, le Groenland, quelle est votre position personnelle? Expliquez-nous les subtilités de la pensée trumpienne qui a commencé par faire des effets de manche en disant je vais débarquer, je vais arriver, je vais l'acheter. Finalement, il trouve une solution avec M. Rudd de l'OTAN qui dit mais bon, on va mettre ça sous protection de l'OTAN. Est-ce que c'était pas un peu prémédité tout ça finalement? Alors, vous connaissez sans doute déjà bien Donald Trump qui a beaucoup, dans son art du deal, des attentes maximalistes ou des demandes initiales maximalistes, quitte à après arranger et trouver un mode de consensus et qui permet d'obtenir ces résultats. Ils sont atteints, mais ils montrent aussi le fait que nous, on regarde ailleurs. On n'a pas compris que l'Arctique et le Groenland vont être un carrefour géopolitique stratégique pour le 21e siècle. Au même titre que le canal de Panama l'a été au 19e siècle, avec la fonte des glaces, désormais ça va être une des principales routes maritimes et des corridors principaux pour tout ce qui va être l'acheminement militaire, et surtout sur le fait qu'on refuse d'assumer notre propre indépendance stratégique, notamment vis-à-vis de la Chine. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on importe 98% de nos terres rares qui sont indispensables pour tout ce qui est sur vos téléphones, tout ce qui est intelligence artificielle, data center, alors que en Groenland, il y a ces terres rares qui ne sont pas exploitées. On n'a rien fait pour valoriser ce territoire, ni le Danemark, ni l'Union européenne, et là on se réveille soudainement parce que Donald Trump nous a interpellés. Est-ce que, avec un partenariat transatlantique, comme moi je le présente à travers une note qu'on a rédigée avec notre think tank Western Arc, on peut aboutir à ce que ça soit sécurisé et qu'évidemment on puisse sortir de cette dépendance stratégique vis-à-vis de la Chine, qui est une grave erreur géopolitique. Alors je vous relance, Nicolas Conquer, peut-être que ce sera l'occasion d'une nouvelle invitation à ceux qui vous opposent. Vous êtes dans du Cotentin au Wisconsin, et à ceux qui vous disent non, on va rester continentaux et ça sera de l'Atlantique à l'Oural, comme l'avait prédit le général de Gaulle. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent mais je préfère du Cotentin au Wisconsin, je préfère de l'Atlantique à l'Oural? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais encore une fois, c'est une année particulière parce que c'est l'année anniversaire du 250e anniversaire de l'indépendance américaine pour laquelle les Américains n'auraient pas été indépendants si ce n'avait pas été l'action de la France et de brillants officiers comme Marquis de Lafayette, Rochambeau. Et en soi, il y a une histoire qui est liée. Et notamment, d'ailleurs, je rends hommage aux Corses, mais la Constitution américaine est inspirée de Pascal Paoli. Donc il y a beaucoup d'échanges qui ont nourri notre histoire durant ces 250 ans, une histoire récente, et qui peut-être ce lien transatlantique qui n'a pas révélé toute sa force ou son mystère, et la longue vie à l'amitié franco-américaine. Bon, hier nous étions Charlie, aujourd'hui nous sommes Charles Kirk, c'est la phrase, c'est la conclusion de votre ouvrage. Je ne suis pas d'accord, mais je me battrai, Nicolas Conquer, ici sur Sud Radio, pour que vous ayez toujours le droit de l'exprimer en ce sens, et vous reviendrez bien entendu pour continuer à débattre de cet important sujet. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Conquer. Je rappelle votre livre Vers un Trump français aux éditions Fayard, Colère française, miroir américain. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, et là nous allons laisser la place à notre amie, j'ai oublié Brigitte Lahaye, qui va nous parler de sujets beaucoup plus sensuels et apaisants. Merci, à demain.